où une dame est venue me voir à la fin et elle m'a dit mais c'était génial, mon mari est resté. Enquête du patrimoine. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Enfin, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Enquête du patrimoine, proposé par l'association Rubricane Historbrace. Il s'agit du podcast qui met en lumière celles et ceux qui valorisent le patrimoine et le matrimoine en Bretagne. Je suis Betsabé Levin et avec Lucas Béruzet, nous vous proposons une nouvelle série de 3 épisodes consacrés aux médiateurs et médiatrices. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par Elsa Le Borgne à la magnifique maison-musée d'Yvonne Jean Haffen à Dinan dans les Côtes-d'Armor. Bonjour Elsa. Bonjour. Tu es médiatrice pour les musées de Dinan et notamment ici au sein de cette maison-musée. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en quelques mots ? Alors j'ai fait une formation en histoire de l'art. Ensuite j'ai obtenu mon diplôme de guide conférencière. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler, à faire des visites guidées. Et c'est comme ça que je suis devenue médiatrice culturelle au fur et à mesure des années, des expériences. Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier ? En quoi consiste le métier de médiatrice culturelle ? Oui, alors pour moi le métier de médiateur c'est un métier de transmission. Pour moi, il y a deux aspects. Il y a le premier aspect qui est lié plutôt à la recherche, à travailler un sujet, collecter des informations, essayer de comprendre globalement le sujet qu'on va évoquer, la période qu'on va traiter ou les éléments de l'architecture du bâtiment, par exemple, qu'on va devoir présenter. Et après toute cette phase de recherche, l'idée c'est aussi de faire un peu le tri dans toutes ces infos, pour être capable d'après de transmettre ce contenu à un public qui n'est pas forcément initié. Donc c'est pour moi que l'appellation médiation, elle est bien pour moi parce qu'on est vraiment un média entre un contenu scientifique et un public, d'où l'idée de transmission. Et du coup, ça se présente comment ces médiations ? Alors, la forme la plus classique, la plus connue du grand public, c'est la visite guidée. Le format, voilà, on accueille un groupe, on visite un bâtiment, on visite une exposition, on visite une ville. Il y a aussi d'autres formats, les formats visite atelier, où là, du coup, on va avoir d'abord une phase de présentation et ensuite une phase d'action où on va guider le public pour réaliser une petite création artistique, un dessin, une peinture, du modelage. Et sinon, il y a aussi un autre format, c'est les conférences. Là, c'est vraiment pour le public très amateur. Avec quel type de public tu travailles généralement ? Alors, il y a 2 grands publics. Il y a le public touristique, le public, on va dire, pareil, connu, classique, qu'on va retrouver dans les musées, dans les bâtiments. Et puis, il y a aussi le public scolaire. Et là, c'est un autre travail un peu plus spécifique où on va essayer de venir en complément du programme scolaire. C'est un travail qui se fait en collaboration avec les enseignants pour essayer de venir répondre à des objectifs pédagogiques. Et là, en tout cas, c'est la partie que j'aime le plus parce que je trouve que c'est intéressant de voir comment les enfants s'emparent en fait des outils qu'on leur donne, comment ils vont explorer les techniques. Et puis il y a ce côté, non bridé par les enfants. Ils ont confiance en eux et hop, ils vont tout de suite se lancer dans l'exercice. Donc ça, c'est assez plaisant. Et pour le public adulte ou touristique, ils vont le faire, mais il faut d'abord les encourager au début. Et après, ils sont très contents de ce qu'ils ont fait. Mais voilà, c'est pour ça que je préfère le public scolaire. Tu travailles pour la ville de Dinan, dans les Côtes-d'Armor. Est-ce que tu peux nous parler dans les grandes lignes du patrimoine et des collections que tu mets en avant dans ton métier ? Alors, moi, je travaille beaucoup avec les objets. En fait, avant d'arriver à Dinan, j'ai travaillé dans plusieurs villes d'art et d'histoire et j'avais fait une formation histoire de l'art. Et j'étais beaucoup habituée à travailler avec l'architecture, donc à travailler dans des villes, me promener dans des rues. Et là, depuis que je travaille ici, au musée de Dinan, je travaille avec des objets. Et c'est un travail qui est complètement différent parce que du coup, on vient travailler autour d'une technique, autour d'un artiste. Et puis l'objet est là, il est concrètement devant les yeux du public. Il y a un rapport avec l'œuvre, avec la matière qui est différent. Et je trouve que c'est assez intéressant d'avoir cet émerveillement dans le regard des gens parce qu'ils sont vraiment très proches de l'objet. Et donc tu travailles avec le musée Yvonne Jean Haffen
et le musée de Dinan? Donc le musée Yvonne Joraffen, c'est un musée qui est ouvert. On a à peu près 6000 œuvres en gestion au musée Yvonne Joraffen. À peu près dans les expositions, il y a moins d'une centaine d'œuvres. Donc ça nous permet de changer chaque année et de renouveler le public et le contenu. Mais on a aussi donc le musée de Dinan qui est un musée en réserve, un musée en boîte. Et là, les œuvres ne sortent pas ou quasiment pas des réserves. Donc personne ne voit ces œuvres-là. Donc c'est vraiment à travers des outils de médiation, c'est-à-dire les conférences, les visites ou les ateliers, les expositions qu'on peut faire, qu'on va pouvoir présenter ces objets-là au public. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de médiation que tu as mis en place et qui sont représentatifs de la diversité de ton travail? Alors là, on peut reprendre un petit peu la programmation qu'on a proposée cet été au musée. Donc on avait les visites, on va dire classiques, visites incontournables avec la visite du musée, les lectures des mémoires, des œuvres d'Yvonne Joraffen. On avait aussi le soir des visites privilèges pour un petit groupe de 10 personnes avec des prestations un peu plus exceptionnelles où on sortait quelques œuvres des réserves. Donc là, il y avait un côté vraiment privilégié. Et puis en parallèle, on proposait aussi des visites guidées pour les sportifs. Donc on a fait aussi des visites cardio-training dans les jardins avec une coach sportive où on a mélangé justement les différents points de vue qu'elle a dessinés depuis ces jardins et puis des exercices de cardio, de renforcement musculaire. Et on a proposé aussi une visite guidée en kayak où on remontait la Rance et on s'arrêtait sur les lieux d'inspiration et de création. Donc là, pour l'offre touristique, ça montre un peu qu'on essaie d'aller chercher différents publics, de mélanger aussi différentes pratiques. On a fait aussi des ateliers avec des artistes où les artistes sont venus partager leurs techniques avec le public et ça a vraiment beaucoup plu. Donc ouais, là, on a vraiment un panel assez diversifié de prestations. Lorsque vous mettez en place des projets de médiation, comment est-ce que ça s'organise avec la ville de Dinan ? Est-ce que c'est vous qui proposez ou est-ce qu'il y a aussi des demandes de la part des élus ? Enfin, est-ce que vous avez une ligne directrice pour créer ces médiations ? Alors, sur la médiation, je suis quand même assez libre. Je propose des idées. En fait, la ligne directrice, moi, mon objectif, la raison pour laquelle j'ai été recrutée, c'était de développer les publics au musée. Parce qu'on a un public où il n'y avait pas de médiateur, médiatrice, et donc il n'y avait pas forcément de programmation culturelle, pas de visite guidée, il y avait très peu d'accueil de scolaires, on était à peu près à 200 avant mon arrivée. L'année dernière, on a fait 1200 scolaires, donc ça montre bien qu'il y avait aussi un besoin en fait, une demande du public local. Et sur la programmation touristique, il y avait que, on va dire, le budget qui était la seule limite, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas non plus programmer des choses trop coûteuses. Mais sur les choix qui ont été faits d'aller vers le public sportif, c'était plutôt bien reçu par les élus, par la direction. Au contraire, je pense qu'ils ont trouvé ça assez innovant et ils sont plutôt favorables au fait d'ouvrir justement, de dépoussiérer le musée et d'ouvrir. Du coup, d'un point de vue budgétaire, tu l'as un petit peu évoqué, quels sont les moyens financiers en fait, du service des musées de Dinan pour justement mener les médiations autour de ça ? Alors le budget du musée, du fonctionnement, c'est un budget qui est assez petit. Dans cette enveloppe-là qui est déjà assez réduite, moi j'ai une enveloppe qui est dédiée à la médiation, qui est assez petite aussi, quoi, assez légère. En fait, les comptes sont publics, donc quiconque veut aller regarder les lignes budgétaires peut retrouver ces découpages-là. Donc moi, pour la médiation, j'ai un budget de 3 000 €. Et en fait, j'ai réparti 1 500 € pour les scolaires et 1 500 € pour le grand public. Sachant que dans d'autres villes où j'ai travaillé avant, je pouvais avoir des programmations à 10 000 €. Donc c'est quand même une baisse importante. Après, on a un musée qui est pas ouvert toute l'année, donc on a décidé de concentrer du coup sur la période juillet-août. Et comme c'est un musée qui ne proposait rien avant, finalement avec peu d'argent, on arrive à faire des choses assez sympas. Mais si on fait des projections futures dans 5 à 10 ans, il faudrait au moins que le budget double pour faire des choses un peu plus ambitieuses. Donc pour mettre en place ces médiations, tu as cette enveloppe qui t'est mise à disposition chaque année et après c'est à toi de trancher, de faire tes choix en tant que médiatrice. Tu as la possibilité de choisir. C'est ça, j'ai la possibilité de choisir. Et là, par exemple, pour l'année qui vient, donc j'ai une enveloppe à nouveau de 3 000 €. Enfin, il faut attendre les arbitrages, mais en gros, ça devrait être à peu près cette somme-là.
Et finalement, je vais décider de la dédier entièrement à la programmation culturelle. Et je vais pas forcément relancer, renouveler mes projets dans les écoles avec les artistes parce que c'est des projets qui sont assez coûteux, qui me demandent moi beaucoup de temps, beaucoup de présence, beaucoup d'organisation. Et donc finalement, je pense que sur cet aspect-là, je vais devoir arrêter pour essayer de cibler l'argent sur vraiment la programmation. Et c'est quand on fait des grandes opérations, quand on fait venir par exemple un artiste qui va venir faire une performance au musée, et bien là on va vraiment parler du musée, ça va être une opération de communication en fait, et du coup on va essayer de cibler plutôt ce type d'action pour faire parler du musée. Donc en fait ton travail il a aussi un rôle de communication, d'allier médiation des œuvres du musée, du fonds muséal, et aussi de la communication autour du musée pour le promouvoir. En fait, c'est ça. Je me suis rendu compte au fil des années et des expériences que on peut mener des projets vraiment très bien, qui ont du sens auprès du public, auprès des scolaires, avec des bonnes relations avec les enseignants, même avec des artistes parfois, mais qu'en fait, si nous-mêmes on n'est pas ambassadeurs de ce projet-là auprès de la population, en fait, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Et que, en fin de compte, l'énergie doit être répartie entre faire une action, bien la mener, y trouver du sens, etc., mais aussi être ambassadeur de cette action et savoir communiquer sur cette action, c'est-à-dire annoncer ce qu'on va faire et surtout rendre compte de ce qu'on a fait. Et c'est plus perceptible comme ça pour le public après de comprendre en quoi consistent nos métiers et en quoi ça a du sens que le musée vienne dans les classes auprès des élèves pour l'éveil culturel des plus jeunes. Et donc voilà, je me suis rendu compte que il fallait garder un peu d'énergie aussi pour faire la communication. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de collaborer du coup avec des associations aussi extérieures au service des musées pour justement mener ce travail de médiation qui viennent et qui contribuent en fait à la valorisation du fonds du musée? Alors, nous, on a des associations ici à Dinan. On a l'association des Amis du musée de la Grande Vigne et on a les associations du musée donc de Dinan. Donc l'association des Amis du musée de la Grande Vigne, eux participent, ils ont eux-mêmes leur propre programmation, qui est une programmation qui est destinée aux membres de l'association. C'est un petit peu des accès un peu VIP au musée à certains moments pour y rencontrer des artistes, mais c'est vraiment eux qui ont la main sur leur programmation. Donc on se consulte pour pas avoir les mêmes créneaux, pour pas forcément aller chercher les mêmes publics ou les mêmes artistes. Mais il n'y a pas vraiment de collaboration fine où ils vont venir sur mes actions ou moi je vais aller sur leurs actions. Et c'était aussi une de mes réflexions quand j'avais lu un peu ces questions-là de travail avec des bénévoles ou de travail avec des associations, c'est que ce métier-là de médiateur, il souffre un peu de reconnaissance. Je pense que c'est lié un peu au milieu artistique, c'est toujours perçu comme vivant d'amour et d'eau fraîche, le fameux métier passion. Et du coup, la présence des bénévoles, ça contribue aussi à montrer que finalement, peut-être le métier peut être exercé gratuitement par d'autres personnes et des fois voilà je préfère faire appel à des professionnels ou au moins s'il y a des bénévoles valoriser leur travail, valoriser leur présence pour ne pas que ce soit gratuit. Je pense au métier aussi de guide conférencier qui est en fin de compte le métier de médiateur, c'est une évolution du métier de guide conférencier et c'est un métier qui est encore très précaire aujourd'hui où les gens sont payés à la vacation, donc si tu fais beaucoup de visites t'as beaucoup d'argent et si tu fais pas beaucoup de visites t'as pas beaucoup d'argent et ça c'est on fait souvent appel on pense qu'on peut faire appel à des bénévoles pour remplacer ces métiers-là ou bien parfois quand on fait des visites guidées, on me le demande moins, je pense par rapport à mon âge, mais les 10 premières années de ma carrière, on me demandait ce que je faisais à côté, comme si c'était pas un vrai métier, quoi. Là, je vais plutôt tourner sur un autre sujet. Vas-y. Là, on aimerait bien questionner ton rapport et ton regard sur la collection en fait, avec laquelle tu travailles. Ouais. Quel est le lien que tu entretiens avec cette collection? Alors, moi, ça a été une vraie découverte ou redécouverte parce qu'en fait, je connaissais déjà le nom, je connaissais déjà le musée parce que je suis née à Dinan, j'ai grandi à Dinan, donc ça a toujours fait partie un peu du paysage. Mais quand je me suis vraiment intéressée au musée pour pouvoir postuler, rejoindre l'équipe et quand je suis arrivée ici, ça a été quand même une révélation parce que j'avais pas
autant conscience de la beauté finalement du travail d'Yvonne Joraffen, de la qualité des productions et aussi de la diversité en fait, à la fois des sujets et des techniques, parce que elle a fait de la peinture, mais pas juste une technique en peinture. Elle a fait de la peinture à la gouache, à la caséine, elle a fait de la fresque, elle a exploré comme ça plein de recettes, plein de liants pour les pigments. Elle a travaillé aussi beaucoup le dessin, les pastels, le fusain, et tout ça, ça permet en fin de compte, quand je rencontre les profs pour parler d'un projet et de me dire voilà, cette année on va travailler sur je sais pas, la nature, on va travailler sur les paysages, on va travailler sur l'architecture, peu importe les thématiques, je sais que l'œuvre est tellement complète que je vais trouver en fait toujours un lien, donc c'est riche. Et en fait, je suis pas lasse de de travailler en fait. Je n'ai pas fait le tour encore de tous les sujets, de toutes les techniques, et c'est encore de la découverte en fait. C'est encore exploratoire. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu te verrais toute ta vie travailler ici ? Eh ben, c'est des questions que je me pose assez souvent en fait, parce que j'ai travaillé dans différentes villes. Et dans la ville où je travaillais précédemment, j'imaginais vraiment rester tout le temps. Et quand on prend le cap de bouger une fois, après on se dit, en fin de compte, je sais pas vraiment si. Je pense que tant que ce sera passionnant pour moi, je resterai. Tant qu'il y aura du défi, des nouveaux publics à conquérir, des nouvelles techniques à découvrir, je pense que je resterai. Et par contre, ouais, effectivement, le jour où, pour moi, je pense que j'aurais exploré un peu toutes ces pistes, peut-être, ouais, je serais curieuse d'aller jouer sur un autre territoire. Est-ce que tu rencontres des difficultés, justement, à valoriser après, à mettre en valeur toutes les œuvres d'Yvonne Joraffen ? Est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés à les présenter ? Pas vraiment. En fait, le public est toujours assez réceptif, assez positif sur le travail, sur la production. J'ai pas vraiment de difficulté à présenter son travail. En fait, je pense que aussi, moi, ce travail me plaît beaucoup, donc du coup, j'arrive à le transmettre et à transmettre le goût pour ce qu'elle a fait, à rendre ça, du coup, intéressant pour le public. Là où je vais avoir c'est pas vraiment des difficultés, c'est plus des petits freins ou des petites réticences. C'est effectivement quand il s'agit de la mise en pratique, c'est-à-dire les visites classiques, il y a pas de souci, mais les visites ateliers où par exemple les gens viennent pour faire une visite et puis arrivé à la moitié, je leur dis maintenant on va s'asseoir, on va dessiner, ou on va s'asseoir, on va peindre. Là, je pense qu'il y a toujours un petit frein, une petite réticence, une petite peur, mais qui, une fois qu'on se lance dans l'activité, part assez vite. Et à la fin, là, je vois les sourires, je me dis, c'est bon, j'ai bien fait de pousser un peu. Au final, les gens sont contents. Je pense que c'est plus ça, parce qu'en fait, pour l'art, on va se dire que c'est beau à regarder, qu'on s'en fait une idée, une représentation. Tant qu'on discute, ça va. Mais dès qu'on essaye de passer à la pratique, c'est un peu plus dur de lever les freins. Et pour la valorisation, au contraire, j'ai pas du tout eu de difficulté l'année dernière à mettre en valeur les productions des élèves, parce que c'était aussi un petit peu mon objectif, c'est-à-dire que on va dans les classes, on travaille, on produit des choses, on les encourage, on leur dit que c'est beau, que c'est bien, qu'il faut continuer. Mais si derrière on n'en fait rien, ça reste là. Alors que là, de prendre les dessins des enfants et de les reproduire sur des formats plus grands, de les mettre en valeur parce que du coup ils sont affichés, ils sont exposés quelque part dans les jardins, dans la cour, et que les enfants peuvent revenir avec leurs parents pour montrer ce qu'ils ont fait, que d'autres visiteurs qui découvrent ça, voient que le musée vit, qu'il y a une vraie activité tout au long de l'année autour du musée. Là, j'ai eu la possibilité de le faire sans rencontrer de difficultés. Tu n'as jamais rencontré une situation où tu ne te sentais pas forcément légitime du coup d'être posture de partage autour des collections ? En fait, le métier de médiateur, c'est un métier qui expose. On est devant les autres, on parle, on prend la parole, tout le monde nous regarde. Et je pense que pour ça, il faut avoir un minimum d'assurance. Faut être assez à l'aise avec soi-même, avec ce qu'on a à dire. Faut être idéalement assez à l'aise avec son sujet et bien le maîtriser. Mais parfois, ça m'est arrivé en début de carrière où on m'a envoyé faire des visites guidées sur des sites que je connaissais pas forcément bien, que j'avais révisé quelques jours avant. Et finalement, on se rend compte que c'est
C'est des discours ou des mécaniques quand on a une bonne formation en histoire de l'art qui est assez solide sur l'architecture, sur l'évolution de la peinture, enfin sur toutes ces techniques-là. Finalement, on arrive toujours un petit peu à s'en sortir en venant piocher dans les connaissances de base qu'on a déjà, mais ça demande effectivement un peu d'assurance pour se dire bon bah là moi par exemple on m'a envoyé une fois faire une visite guidée à Morlaix, j'avais jamais mis les pieds à Morlaix. Fallait bien faire la visite. Et c'était des Italiens en plus. Il y avait la barrière de la langue qui s'ajoutait à ça. Mais donc j'ai lu dans le bus ce que j'ai pu lire sur la ville. Et finalement, quand je suis arrivée dans la ville, je me suis rendu compte que il y avait des maisons à pans de bois. Et ça, c'était un discours que je connaissais très bien parce que je faisais des visites à Dinan. Donc je connaissais les typologies. Donc j'ai pu faire mon discours sur les maisons à pans de bois. Je me suis rendu compte que il y avait une église, j'ai su définir si c'était de l'art roman ou de l'art gothique et j'ai pu faire mon discours et donc en fin de compte j'ai réussi à m'en sortir avec mes connaissances. Donc ça demande d'être curieux, ça demande d'avoir des connaissances de base pour après pouvoir être plus à l'aise et je dis pas de mentir ou de raconter n'importe quoi mais avoir des connaissances assez larges quoi. On va parler un peu conditions de travail. Du coup. Je voulais savoir si au cours de ta carrière, quelle était ta fourchette de rémunération en tant que médiatrice culturelle? Alors au tout début, moi, quand j'ai passé mon diplôme, c'est un diplôme qui n'existe plus d'ailleurs, c'était une licence de guide interprète national, parce qu'à l'époque il y avait une guerre entre les guides conférenciers et les guides interprètes. Et donc, on se répartissait le territoire. Certains devaient travailler dans les villes d'art et d'histoire, d'autres non. Et donc, toute cette petite bataille faisait que finalement, tout le monde était précaire et personne n'avait beaucoup d'argent. Et on travaillait tous à la vacation. À l'époque, une vacation, c'était entre 30 et 35 euros, peut-être 40 euros pour 1h30 de visite guidée. Donc, faut faire le calcul sur le mois. Il faut en faire un paquet pour avoir suffisamment d'argent. Et comme on travaillait donc pour des agences, ou des offices de tourisme, ou alors c'était des offices de tourisme qui faisaient appel à l'agence. Enfin bref, au tout début de ma carrière, pendant les 5 premières années, je gagnais des mois 700 euros, 800. Certains mois, les gros mois, le mois de mai, juin, septembre, on pouvait monter jusqu'à 1007. Et après, on redescendait à 800. Et donc, il y avait les mois d'hiver où on faisait 300. Donc là, c'était avec des compléments chômage ou complété avec des jobs alimentaires pour pouvoir continuer, quoi. Et ça, cette situation précaire, elle est restée quand même. Donc je te dis, les 5 premières années quand j'ai travaillé ici en Bretagne. Et après, je suis partie vivre sur l'île de la Réunion. Et là, c'est pareil, j'avais les mêmes vacations. Et j'ai commencé mes premiers contrats pour les villes. Et là, les premiers contrats, c'était le SMIC de l'époque, donc ça devait être 1003, mais c'était des contrats de 2 mois. Après, c'était un contrat de 3 mois, et entrecoupé de pauses de 2-3 mois aussi, donc c'était quand même assez précaire. Et après, donc je suis revenue en Bretagne, j'ai commencé à travailler pour la ville de Dinard. Au tout début de ma carrière, là-bas, j'ai commencé au SMIC, donc à 1350. Aujourd'hui, donc du coup, ça fait 12 ans. Aujourd'hui, en montant les échelons petit à petit, je suis rendue à 1008. Voilà, donc je pense qu'à la fin de ma carrière, dans 20 ans, je serai à 2000. Et t'es en CDI aujourd'hui ouais. Donc c'est ça aussi qui joue, c'est que quand on est vacataire, on a intérêt à avoir des prix assez forts. Aujourd'hui, je crois que les prix, c'est 150 euros pour une visite guidée. Et donc, si tu en fais 10 dans le mois, t'as 1005. Mais si, comme t'es taxé à 50%, donc quand t'es guide indépendant à ton compte, t'as intérêt à faire au moins 2 visites par jour pour avoir un bon revenu. Et donc, il faut trouver des clients, il faut organiser le planning, sachant que tu as la formule avec la visite sèche donc d'1h30, mais tu peux vendre une demi-journée, tu peux vendre une journée et tu peux vendre un séjour d'une semaine, où là, tu gagnes beaucoup plus. Mais si tu t'es déjà engagé sur 3-4 visites sur cette semaine-là, il faut trouver des collègues pour te remplacer, donc c'est assez compliqué. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, de ma génération, qui ont commencé comme guides, sont aujourd'hui médiateurs. Parce que ça permet quand même une stabilité financière et d'être attaché soit à un lieu, soit à un site, soit à une ville et d'avoir le temps de préparer tes visites. Mais ça vient avec d'autres tâches parce que du coup, tu fais pas que de la visite, que de la médiation et tu vas forcément faire d'autres tâches administratives pour compléter ou liées à la communication. Voilà. Dans ton métier de médiatrice, aujourd'hui, tu as aussi un travail
administratif, plus large que juste la médiation. C'est ça. Déjà, je fais la régie. Donc c'est vraiment toute la partie comptable, l'encaissement, la billetterie, tous les mois je dois redonner tout un tas de justificatifs, vérifier que tout a bien été vendu, enregistré. Donc il y a tout cet aspect comptable. Il y a aussi qu'on est une petite équipe, donc si moi dans mon atelier j'ai besoin de fusains, il va falloir que je fasse le bon de commande. Il faut d'abord que j'aille faire un devis, ensuite un bon de commande, ensuite que j'aille les chercher, ensuite que je les amène ici. Donc il y a tout ce travail-là, et ça c'est pour un exemple de fusain, mais si je veux des nappes, si je veux des pinceaux, si je veux plein de choses, en fait il faut toujours aller tout chercher, tout, ça génère quand même pas mal de travail en amont. Il y a tout le travail de recherche sur toutes les thématiques qu'on veut travailler, il y a tous les rendez-vous avec les enseignants pour monter les projets, il y a tous les temps qu'on va passer avec les artistes, tous les prestataires, et il y a tous les temps qu'on va passer à mettre en page nos documents, préparer nos trames de visite guidée, préparer nos outils de communication, nos petits flyers, et ensuite une fois qu'on les a faits, faut aller les distribuer. Donc il y a aussi toute cette partie-là. Il y a plein de tâches en fait. Et dans toutes ces missions, est-ce que tu pourrais nous dire celle qui te plaît le moins et celle qui te plaît le plus ? Alors, celle qui me plaît le moins, clairement, c'est la compta, les maths, les tableaux Excel avec les chiffres et tout. Et c'est bien pour ça que j'avais fait L, parce que j'étais pas très douée en maths. Donc, c'est pas quelque chose où je prends du plaisir à faire en fait. Il n'y a pas le choix donc je le fais, mais je prends moins de plaisir à faire ça. Là où je me sens le plus à ma place, où je me sens vraiment bien, c'est quand je suis en visite guidée, quand je suis dans un échange avec le public. Je vois pas le temps passer en fait. Et parfois quand je suis ici l'été et qu'en fait le matin j'ai fait une visite, que l'après-midi j'ai passé mon après-midi avec des gens à visiter le musée, à faire du dessin, de la peinture. En fait après je nettoie, je range, tout est fini, je me dis en fait j'ai passé une super journée. Ouais, ce qui fait que j'aime bien ce métier, que je ne me verrais pas trop faire autre chose en fait, et que je prends vraiment du plaisir dans tous ces moments-là. Donc ça fait un équilibre. Mais tout à l'heure, tu parlais du coup tu as utilisé le terme métier-passion. Nous, on voulait te poser la question de qu'est-ce que ça t'évoque pour toi et est-ce que tu te sens concernée par cette expression ? En fait, oui, je me sens concernée parce que vraiment, je suis passionnée par mon travail. Et des fois, parfois c'est très bien parce que du coup, on voit pas le temps passer justement, on est content. En fait, moi le matin quand je viens, je suis contente d'aller au travail, j'ai pas la boule au ventre ou le stress. Et puis si je vais dans une école dans la journée, je suis encore plus contente parce que je vais faire vraiment ce que j'aime. Donc je suis très contente. Après, des fois, ça peut être un peu piège parce que du coup, je suis tellement passionnée par ce que je fais que même quand je suis en congé ou quand je suis en vacances, en fait, je gamberge toujours et je me dis, tiens, je visiterais bien ce musée, j'ai vu ce qu'il faisait, c'est pas mal, j'essaierais bien cet atelier ou peut-être je pourrais essayer cette technique. Et du coup, pendant mes vacances, je fais des tests de techniques, j'essaye des choses différentes et je me dis, tiens, ça pourrait être sympa. Je prends mes enfants comme cobayes pour essayer des choses et donc je pense que oui, des fois la frontière est floue en fait entre du temps de travail et du temps de loisir, comme les deux se mêlent et comme les j'aime. Deux se mélangent, la barrière est très fine. C'est ça, la barrière est très fine parce que j'aime les deux. Après, ce qui est compliqué dans le métier passion, c'est plutôt la posture, on va dire le regard des autres qui considèrent que comme c'est un métier passion, on pourrait presque le faire gratuitement. Et c'est là où, du coup, des fois, c'est un peu plus compliqué. Ouais. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du bénévolat et que c'est un métier que j'aime faire, mais qui demande de l'énergie, qui demande de l'investissement et qui mérite et des savoir-faire. Des savoir-faire, une technicité. C'est aussi quand on voit d'autres essayer de le faire à notre place qu'on se rend compte que oui, c'est un vrai métier et que ça s'improvise pas et qu'on lance pas quelqu'un comme ça seul devant une classe de 30 élèves sans préparation sur le niveau de langage qu'on va devoir adapter sans avoir évoqué le contenu avant et que oui, c'est un vrai métier qui demande des compétences, quoi. Et pour toi, c'est quoi la compétence du coup clé pour pour être un bon médiateur Alors, je trouve la question assez intéressante. Et en fait, je pense que dans
dans ça, faut aimer transmettre, donc ce que je disais tout à l'heure, être curieux, emmagasiner plein de connaissances, mais être capable de les synthétiser et être capable de les rendre fluides et de s'adapter à son public. Et en fait, je vois ça à l'envers, mais vraiment le truc que je veux vraiment pas du tout faire, c'est le mode conférence où il y a que moi qui parle pendant 1h30 avec un niveau de langage hyper haut pour montrer que je maîtrise un vocabulaire, que j'ai fait des grandes études et justifier de mon poste. C'est tout ce que je déteste en fait dans la manière d'exercer le métier. Et quand je vois ça ça me rend folle parce que je me dis qu'on n'est pas du tout dans l'idée de transmission en fait et qu'au contraire je trouve que c'est encore plus intéressant. Moi quand j'ai des amis qui me disent que la culture ça les intéresse pas, que le musée ils connaissent pas, ils sont jamais venus et puis que s'ils viennent c'est juste parce que je suis là pour boire un café un midi et qu'en fait je leur parle du musée et qu'ils le découvrent et qu'ils disent du coup c'est vachement bien, je pensais pas que c'était ça, t'expliques facilement, on comprend bien, c'est cool. Et donc du coup là je me dis ça c'est bon quoi. Donc être capable de transmettre sans vouloir étaler sa science ou ses connaissances, mais juste être capable de se mettre à la place du public. C'est là où pour moi du coup la qualité, je pense que c'est l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre et la capacité à se mettre à la place de son public et de bien voir quand le public comprend pas un mot, comprend pas un terme ou réagit pas très bien ou n'accroche pas, et être capable de faire plus court, de partir sur un autre sujet, d'aborder une autre question et de transformer un peu ça quoi. Être capable de ressentir comment le public perçoit les choses. Par exemple, quand les gens rentrent dans la pièce, juste ça, de se mettre bien en face d'eux, d'être capable de leur parler, de les regarder, de faire en sorte qu'ils s'avancent, qu'ils soient confortables, de parler distinctement, d'articuler. Je me souviens d'une visite où une dame est venue me voir à la fin. Et elle m'a dit, mais c'était génial, mon mari est resté. Il a tout compris. Elle me dit, là, il a des problèmes de surdité, ça fait bien longtemps qu'il veut plus venir en visite parce qu'il n'entend rien, il comprend pas. Et vous avez tout articulé, il a tout compris, c'était super. Et voilà, parce que du coup, en regardant, on perçoit s'il entend pas, s'il comprend. Et être capable de se mettre à la place du public, pour moi, c'est la première qualité, quoi. Et quand on fait des réunions d'équipe, chacun est un peu dans son domaine, donc avec ses questionnements. Et moi, je vais toujours soulever les questions qui concernent le public, en fait. Donc, on veut faire ce choix, par exemple, de ce tableau, on veut le présenter, d'accord, super. Pour quelle raison ? Et ensuite, ce tableau-là, oui, mais le public va le percevoir comment ? Qu'est-ce qu'on va raconter autour de ce tableau ? Et comment je vais pouvoir le présenter pour que ça intéresse le public, quoi. Et toujours essayer d'être dans cette mécanique-là. Je pense que c'est ça la qualité principale. Et tu conseillerais à un jeune étudiant de devenir médiateur ou médiatrice culturelle ? Ah ben oui, bien sûr, c'est très épanouissant. En fait, c'est très épanouissant quand on recherche justement le partage et quand le public nous le rend. Parce qu'à la fin de la visite, ils nous disent, c'était super, on a bien compris, on a bien écouté, ou on a passé un bon moment, on a appris des choses, on s'est amusé, etc. Pas forcément d'aller chercher la reconnaissance d'une hiérarchie ou de personnes qui ne sont pas concrètement présentes au moment où on fait la prestation et la visite. C'est pas, non plus en termes de représentation sociale, un métier qui est très reconnu. Mais je conseillerais quand même de le faire parce que c'est un métier qui est passionnant, quoi. Il y a l'avantage d'être au contact du beau au quotidien et donc d'avoir ce rapport aux objets, ce rapport au temps qui passe aussi. Quand on avait fait une visite et qu'on avait présenté des objets préhistoriques à des enfants, mais c'était génial en fait. C'était vraiment pour eux des trésors qui étaient là sous leurs yeux, et de voir leur émerveillement, juste ça, c'était vraiment, vraiment satisfaisant, quoi. Et quel serait ton conseil du coup pour des étudiants qui voudraient devenir médiateurs ou médiatrices ? Alors pour moi, les plus gros conseils, ce serait de faire des stages. En fait, je pense qu'on apprend mieux quand on est concrètement obligé de faire. Moi, j'ai fait ma formation Histoire de l'art, donc c'était très bien, ça me passionnait tout ce que j'apprenais, etc. Mais je me suis vraiment rendu compte du métier quand
quand en fait je me suis retrouvée en situation de l'exercer. Et quand on est face à un public et qu'on est seul et qu'on doit avoir justement toutes ces ressources, répondre aux questions, savoir se dépatouiller de certaines petites situations, faire face à toutes les personnalités qui peuvent être présentes dans un groupe, et ben je trouve qu'il n'y a pas meilleure école que ça. Donc ouais, les stages ou bien les jobs saisonniers, se mettre en situation le plus possible. Pour finir, on avait une petite question, mais du coup tu nous en as déjà donné une autre, mais je te la redemande. Est-ce que tu aurais une anecdote Ah oui, il y en a plein, ouais. Une ou plusieurs anecdotes de souvenirs de médiation que tu pourrais nous partager? Ouais, il y en a plusieurs. Souvent, moi, c'est les enfants qui me touchent parce que je trouve que ils ont quelque chose de très spontané, en fait, de pas gêner. J'avais fait une intervention, c'était sur l'architecture. Et du coup, chaque enfant avait sa petite boule de terre et devait faire un cochon. C'était les 3 petits cochons, fabriquent leur maison. On avait parlé de l'architecture, des volumes, tout ça. Et du coup, chacun avait fait son petit cochon. Et il y en avait un, je me souviens, au lieu de respecter la règle, voilà, et ben, il avait pris plein de boules et il avait fait un énorme loup qui était trop bien. Et je m'étais dit, bon, bah voilà, pour moi, il avait un peu tout compris, même si les profs n'étaient pas très contents parce qu'il n'avait pas respecté les règles, voilà, et les conditions de... Mais en fait, il avait vu plus loin, au-delà. Et là, il avait vraiment fait appel à sa créativité. Et je lui ai trouvé ça génial, en fait, comme réaction de l'enfant, quoi. Et aussi, ce que je remarque, c'est plus ils grandissent, plus ils sont bridés. Qu'en fait, en maternelle, il n'y a pas de souci. On donne la consigne, on est presque obligé de rationner les crayons ou de rationner les outils parce qu'ils vont tous vite faire, se lancent tout de suite, ils remplissent toute la page. Et quand ils sont grands, bah, ils peuvent rester plusieurs minutes devant la feuille vide, en se demandant s'ils ont bien compris la consigne, en ayant peur d'être nuls, peur de faire mal. Ils sont hyper critiques, en fait. Là, j'ai fait récemment une visite et ils m'ont tous dit pendant les 5 premières minutes, c'est nul, je suis nul, c'est moche. Je sais pas faire, c'est nul. Et ils étaient hyper durs avec eux-mêmes. Et du coup, je me dis, c'est moche. Donc j'espère qu'à la fin d'année, ils seront fiers de ce qu'ils auront produit, de ce qu'ils vont faire. Et que ce sera un peu tout l'enjeu de cette année, justement. Leur donner confiance, leur donner des outils. Et faire en sorte qu'à la fin, waouh, ils se disent, c'est moi qui ai fait ça. Qu'ils soient tout fiers. Et bah, merci beaucoup, Elsa, pour ce temps. Merci à vous, en tout cas. Merci à toi. L'épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle enquête du patrimoine.